Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Deuxième heure d'Europe 1 Soir avec Vincent Roy. Bonsoir Vincent. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Et bonsoir à vous Pierre Ferracci. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres bien sûr le patron du Paris FC. On va pas parler de football si vous le voulez bien, sauf si vous avez une annonce fracassante à nous faire. Ce soir, aucune. On va parler des retraites puisque vous êtes expert en politique sociale. Vous êtes le fondateur du groupe de conseil Alpha. Il y a eu beaucoup de choses sur les retraites. Il y a eu une sortie de la ministre Panosian de savoir si on pouvait, taxer les retraités aisés. Non, a dit Éric Lombard, mais par contre, le dossier des 7 jours travaillés gratuits est ouvert. On l'a bien compris, le gouvernement cherche par tous les moyens de gagner de l'argent, de financer les retraites. D'autres observateurs disent, mais regardez, nous en France, on a cette retraite par répartition, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une retraite par capitalisation ou par points, comme c'est le cas dans certains pays d'Europe? Quel est votre diagnostic là-dessus, Pierre Ferracci? D'abord, je dirais que ce qu'a fait François Bayrou en réunissant les partenaires sociaux, en leur donnant 3 mois dans un cadre de conclave, c'est une bonne chose. Bon, après, c'est aussi un piège. Mais je pense que les partenaires sociaux feront ça avec lucidité et réalisme. C'est un piège parce qu'on voit bien que du côté politique, il n'y a pas beaucoup de solutions. On s'est engagé du côté d'une partie de la gauche à revenir sur la réforme des retraites, ce qui irrite d'ailleurs une bonne partie de la majorité présidentielle, majorité relative par ailleurs. Et on transmet le témoin aux partenaires sociaux, mais avec un cadre très restreint. Et avec une difficulté sans doute extrême pour le patronat et pour les syndicats de s'entendre. Alors après, il y a des espaces de négociation et peut-être que ça suffira à donner un peu de crédit à Bayrou sur l'initiative qu'il a prise en donnant aux partenaires sociaux un petit peu la main. On voit bien qu'au Parlement, il est difficile d'avancer sur ce terrain-là et que c'est un point de blocage pour éviter la censure avec une partie de la gauche et notamment le Parti socialiste. La difficulté de ce débat sur les retraites, c'est qu'on voit bien avec ce que vous venez d'annoncer qu'il y a d'autres sujets où on essaie d'attendrir la droite de la majorité présidentielle actuelle, encore une fois relative, d'autres, les retraites où on essaye d'attendrir la gauche, et que le grand écart n'est pas loin. Et quand on irrite une partie de la gauche avec des termes un petit peu délicats... Le terme de submersion migratoire. De submersion, j'écoutais la ministre que vous receviez, je suis plutôt d'accord avec elle, je suis plutôt dans les 35%. Parce que mais en même temps, j'allais dire avec un mais, je pense que la gauche républicaine comme la droite républicaine devrait prendre, ça nous ramène aux retraites d'ailleurs, le sujet de l'immigration de façon un peu plus large et complète. On a besoin d'immigration sur le plan économique, surtout avec l'évolution démographique. Ce qu'on appelle sur les métiers à tension, notamment. Mais il y a des métiers à tension et des métiers moins situés comme des métiers à tension qui auront demain besoin aussi de cette main-d'œuvre-là. Il y a le côté droit de l'homme de la France auquel je tiens moi aussi, même si c'est pas l'essentiel du sujet. Bon, et en même temps, il faut éviter de mélanger ces problèmes d'immigration avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes de communautarisme, avec des problèmes de terrorisme. Et je pense qu'une partie de la gauche et la droite républicaine sont un peu faibles là-dessus. Vous trouvez qu'on va trop vite en besogne en mêlant délinquance et immigration? Non, je trouve que justement, il faut aborder le sujet, mais que à tout mélanger sans bien serrer les problèmes, on amène les Français à être très angoissés. C'est comme les retraites où on agite sans cesse l'âge de départ, 60, 62, 64, comme si c'était le seul élément, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est un peu dommage que immigration, sécurité, communautarisme, terrorisme soient traités de façon un petit peu légère et qu'à l'arrivée, les Français mélangent tout. Et moi, je pense qu'il faut traiter tous ces sujets avec beaucoup plus de conviction et de force, notamment le développement du communautarisme, que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc à partir de là, il y a un enjeu économique, c'est pour ça que je dis ça nous amène aux retraites. Si demain, il n'y a pas une croissance que permettra aussi la bonne intégration, ce qui est aussi un sujet qui n'est pas correctement traité. Tout est lié. Oui, tout est lié. On créera moins de richesses et le financement de notre système de retraite, il posera quelques problèmes. Gilles Boutin du Figaro. Mais il peut quand même sembler un peu déroutant que dans le débat, les retraites se retrouvent traitées dans le même sac, c'est un peu ce que vous dites, que l'immigration ou d'autres thématiques. Mais qui est coupable de ça? C'est-à-dire, est-ce la gauche qui compare les torchons et les serviettes ou est-ce que c'est le gouvernement? Moi, je trouve qu'on devrait beaucoup mieux assumer plus tranquillement le fait qu'on a besoin, pour des raisons économiques, d'immigrer en France dans les années à venir, comme ils ont contribué à développer les richesses en France, mais que pour faire accepter par le peuple français cette intégration
pour laquelle il faut mettre plus de moyens, il faut traiter les autres sujets que j'évoque, où on est un petit peu frileux. Et moi, je le dis très tranquillement. Et à partir de là, il y a un refus de l'immigration sans voir les enjeux économiques, et on mélange tout, et d'ailleurs on traite la plupart des immigrés qui sont bien intégrés dans la République, qui n'ont pas de problème avec la République et qui mélangent pas les lois de la charia et les lois de la République de façon inconsidérée. Donc vous pouvez pas traiter des questions économiques si vous traitez pas ces questions culturelles et politiques, et je pense que là, les partis républicains de droite comme de gauche devraient faire un petit peu plus d'efforts. Dans les pays scandinaves, je pense qu'on a abordé ces sujets avec un peu plus de réalisme et de... Ils ont pas la même migration dans le Non, dans les pays mais scandinaves. il pose la question de la régulation de façon plus tranquille, parce Oui. que je pense qu'il faut réguler. Mais c'est pas la même culture d'immigration, et donc Mais fatalement il n'y a pas exactement les si mêmes on- c'est vrai. conséquences, Pierre Ferracci. C'est vrai, mais si on régulait davantage et de façon plus efficace, on n'aurait pas besoin de parler de submersion aujourd'hui, comme l'a fait le Premier ministre, Vincent ce qui suscite effectivement beaucoup de réactions. Vincent. Mais lorsque vous parlez d'intégration, le contrat social vaut par la volonté des partis. Il y a des gens qui viennent travailler chez nous qui n'ont absolument pas envie de le signer, le contrat social. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait de cela ? Ceux-là, il faut les amener à signer le contrat social, ou autrement, effectivement, poser les questions d'une régulation les concernant. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il est évident qu'il faut que la République fasse plus d'efforts d'intégration, mais il faut qu'en face, il y ait une Mais elle en fait acceptation de déjà cette beaucoup. intégration. Elle en fait beaucoup déjà des efforts de... Je crois que à partir du moment, elle en fait beaucoup, mais je vais vous prendre un exemple qui renvoie pas au communautarisme ou au radicalisme qui débouche parfois sur des... On est le pays quand même qui a connu le Bataclan il y a quelques années et qui a vu Samuel Paty. Moi, je suis d'une famille d'enseignants, et puis son collègue du Nord, Monsieur Bernard, Dominique Bernard, subir les conséquences que l'on connaît de ce développement du communautarisme et du radicalisme. Donc, il faut assumer plus clairement les contraintes pour certains de l'intégration, les contraintes ou les objectifs, notamment la pratique de la langue. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Et je pense qu'on fait pas d'efforts suffisants. Après, vous avez raison, il y a peut-être des individus qui ne font pas eux-mêmes des efforts suffisants et qui viennent pas ici dans une logique d'intégration. Moi, je rentre pas dans le débat. Vous devriez discuter avec le préfet Michel Auboin, qui a écrit d'ailleurs un livre il y a pas si longtemps que ça sur justement ces tests qu'on donne. Et puis, en fait, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Vous expliquera-t-il. Là, je pense qu'il y en a trop. J'ai pas de honte, moi, à le dire, que il y a des choses qu'on ne fait pas avec suffisamment de force, de rigueur, et aussi de contraintes quand les individus... Mais l'intégration, l'intégration, elle suppose une régulation. Oui. À partir du moment où vous avez régulé le flux, encore une fois, l'intégration, je ne vais pas plagier le Premier ministre, mais c'est tout de même une affaire de proportion. Dès lors que vous avez régulé le flux, vous pouvez vous consacrer à l'intégration. Mais si le flux est incessant, vous n'intégrez plus. Ça met le flux. C'est vrai que c'est ce qu'il a dit. Au-delà du seul mot de submersion, on est d'accord. On l'a entendu tout à l'heure dans le contexte. Il dit que tout est une affaire de proportion, mais quand il y a un sentiment de submersion, et quand on a l'impression dans un pays que les immigrés apportent une autre façon de vivre, et bien dans ce cas-là, ça peut poser un problème. C'était ça la phrase de François Bayrou. Oui, mais moi j'ai pas de problème avec ça, mais quand on n'a pas les moyens d'intégrer correctement, je suis d'accord qu'il faut davantage réguler. Pour faire un parallèle avec des enjeux économiques, quand on n'a pas les moyens d'accompagner la transition de l'automobile vers l'automobile électrique, il vaut mieux ralentir un petit peu plutôt que... Dites ça à Agnès Pannier-Runacher, mais j'ai aucun problème pour le dire avec Agnès Pannier-Runacher ou avec d'autres ministres concernés. Si on va vite, il faut se donner les moyens d'aller vite, notamment en accompagnant la transition sociale, parce que dans le groupe Alpha, on intervient dans beaucoup de fonderies ou d'équipementiers de l'automobile où il y a des dégâts extraordinaires. Si on n'a pas les moyens d'aller vite, on ralentit. Parce que moi, j'ai aucun problème pour que la planète demain soit plus verte, mais à condition que les gens y vivent mieux, ou en tout cas n'y vivent pas moins bien. Donc ça, c'est typique dans l'automobile. Donc pour revenir au sujet, on va pas rester tout le temps là-dessus, mais il faut se donner les moyens d'intégration, et je suis d'accord que s'il n'y a pas un accord du peuple qui vote et qui désigne des députés et qui élit un président de la République sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre, il faut réfléchir à la façon de réguler autrement. Mais déjà, réfléchissons à ce qu'on fait pour intégrer davantage et assumons. Moi, je pense qu'une partie du patronat devrait davantage assumer le fait que, sur le plan économique, on a besoin
de ces peuples venus d'ailleurs, ces travailleurs venus d'ailleurs. Après, je suis conscient, c'est pour ça que j'évoque des problèmes que les Français ont tendance à mélanger avec ceux de l'immigration économique ou ceux de l'immigration liée aux droits de l'homme. Moi, je suis fier d'être dans une nation qui accueille parfois des gens qui sont victimes de dictature et qui sont des l'objet réfugiés politiques. Voilà, des réfugiés politiques. Mais sur le plan économique, il faut assumer ça et se donner les moyens de les faire venir dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que la pratique de la langue, pour moi, est le sésame essentiel pour que cette intégration soit réussie. À ce sujet, puisqu'on va faire appel aussi à l'histoire de France, en ce moment, il y a un bras de fer, ça ne vous a pas échappé, entre la France et l'Algérie, et notamment parce qu'on a Boualem Sansal qui est emprisonné encore de façon honteuse en Algérie. Il y a les accords de 1968, là tout d'un coup on dit il faut dénoncer les accords de 1968. Est-ce que vous diriez, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, et dans aussi les métiers attention et tout ce qu'on a dit précédemment, que les accords de 1968, pourquoi, c'est la grande question qui revient tout le temps, pourquoi est-ce qu'on les dénonce pas? Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut les dénoncer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'en 1968, on avait besoin de métiers attention, on avait besoin d'immigration, et en l'occurrence on est allé en Algérie pour aller chercher justement ces Algériens, les faire venir en France pour faire tourner les usines Renault, pour faire tourner les usines Citroën, pour faire tourner les usines Schneider, je vais pas citer toutes les comment dirais-je, les usines de sidérurgique et automobiles de France qu'il y avait à l'époque, et que aujourd'hui il y a aussi une part de la France qui dit bah oui, mais ces gens-là on est allé les chercher, donc on peut pas comme ça tout de suite dénoncer les accords de 1968. Oui. Bon, il faut revoir nos rapports avec l'Algérie. Quelle est votre vision ? Moi, je pense qu'il faut revoir nos rapports avec l'Algérie. On voit bien qu'il y a un problème de notre côté pour assumer le passé un peu colonial, et du côté des Algériens qui restent là-dessus éternellement. Il faut aussi passer. Bon, d'abord, il faut que cet homme et ce citoyen franco-algérien soient libérés, et il a besoin d'être libéré et soigné, et puis qu'on arrête avec ces procédés qui consistent à prendre des gens en otage au nom de rapports un peu compliqués entre la France et l'Algérie. Puis après, il faut revoir effectivement notre politique d'immigration en fonction des enjeux économiques et en fonction des nécessités d'une main-d'œuvre, encore une fois, qui a changé de nature aujourd'hui. C'est plus tout à fait les mêmes qualifications que l'on recherche, et il faut travailler sur ce sujet-là, encore une fois, avec un peu plus de rigueur qu'on ne le fait, et en évitant que les Français mélangent tout, parce qu'on a un manque de courage pour affronter des sujets qui sont de vrais sujets, qu'on ne lit pas systématiquement à l'immigration, fort heureusement, mais qui sont de vrais sujets pour les Français. Question sur les retraites, Pierre Ferracci. Est-ce que aujourd'hui on est condamné à suivre le système actuel, ou est-ce que d'un coup d'un seul, de la façon à ce que, comme Donald Trump est arrivé avec des parapheurs et a commencé à signer plein de trucs, est-ce que on peut, par exemple demain, faire un système de retraite par capitalisation? Ben non, parce que l'attachement au système de répartition, vous savez qu'il est total, à droite comme à gauche, là, sur tout l'échiquier politique. Mais pourquoi ? Mais parce que d'abord, il a fait ses preuves quand il est bien géré. Il trouve ses limites aujourd'hui parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités sérieusement. Comme moi, je l'avais mis. Ben, je vais vous le dire. Le sujet principal qui n'est pas traité, je l'avais mis en évidence lors de la réforme de 2023. C'est le taux d'emploi des seniors. J'ai cité l'exemple à l'époque des pays scandinaves et notamment de la Finlande qui ont passé 5 ans. Qui ont donné aux partenaires sociaux le soin pendant 5 ans de travailler sur les fins de carrière. Donc là, à partir pour de quel âge ? aménager les pertes carrières. 55 pour moi, c'est les 55 ans, 64 ans. Ouais. On a un taux d'emploi qui est 15 fois inférieur à certains de ces pays. Ben, bien évidemment, c'est des problèmes de recettes. C'est aussi des gens qui ne se retrouvent ni en emploi parfois, ni en formation, parce que la formation tout au long de la vie, c'est un sujet de colloque, mais on ne la fait pas jusqu'à un âge avancé, alors qu'il y a des besoins aujourd'hui de transformation des métiers. Ce sujet-là, il n'est jamais abordé, ou on l'aborde après coup. Bien sûr, si vous décalez l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il y aura plus de seniors qui travailleront. Mais il faut les inciter à travailler. Dans ces pays-là, on les a incités. On a même fait en Finlande une grande cause nationale, où on disait à l'ensemble de la population, nos seniors vont travailler plus longtemps, il faut les aider à travailler dans de meilleures conditions. Les inciter, ça veut dire dire aux entreprises, continuez à embaucher ces gens-là et continuez à les payer même s'ils sont chers, parce qu'ils ont un knowledge, pardon pour l'anglicisme, qui est peut-être plus fort que les petits jeunes. Ben, ils ont la mémoire du travail qu'ils font depuis des années, qu'ils peuvent transmettre aux jeunes, et dire aussi aux entreprises qu'elles n'ont pas le droit aujourd'hui de les mettre toujours au premier rang des licenciés quand il y a des restructurations. Qu'est-ce que ça implique ?
On est dans une période de compromis. Les partenaires sociaux, le MEDEF va résister à la remise en cause des 64 ans. Ça peut impliquer une réflexion sur les cotisations sociales. Moi, j'ai toujours contesté, de la part de certains économistes, proches d'ailleurs de la majorité présidentielle, le fait qu'on concentrait les exonérations sur les bas salaires. Je pense que Louis Gallois l'avait dit il y a quelques années, si on les avait étalés davantage, le problème de la chute de l'industrie dans notre pays, il n'y a pas que ça, il y a d'autres enjeux, aurait été posé autrement. On a développé des emplois moins qualifiés, on n'a pas pu lutter contre la concurrence internationale, et on a sacrifié parfois des emplois plus qualifiés qui apportent aussi des ressources au régime de retraite. Aujourd'hui, il faut peut-être revoir ces exonérations et concerner peut-être des seniors sur l'application de ce type d'exonération, si on ne les remet pas totalement en cause. Pierre Ferracci est notre invité. On revient dans un instant. Je vous signale qu'au cœur de l'histoire, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et demain, Stéphane Bern nous parlera de l'Académie française. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Vincent Roy et Gilles Boutin pour parler des retraites. Je vous voyais sourire à cette brève footballistique. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, Paulo Fonseca, sera le prochain coach de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi est-ce que vous rigolez ? La durée de vie d'un entraîneur en Ligue 1, en Ligue 2, sur les 10 ou 15 dernières années, de 16 mois. C'est un métier très précaire. Ça, c'est dit. Gilles Boutin, sur les retraites. Oui, vous parliez de la retraite ou plutôt du travail des seniors, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un bon moyen de contrer les effets de notre démographie qui est déclinante. Cependant, ça ne solutionne pas le problème. On ne fait que repousser le moment où on va devoir affronter la réalité, qui est que nous n'avons plus assez de cotisants pour financer les personnes qui sont en retraite. Donc, que fait-on à ce moment-là, dans 5 ans, dans 10 ans, une fois que tous les seniors dont nous avons parlé sont tous mis au travail? Voilà, évidemment, je caricature. Ouais, vous caricaturez un peu, ça règle une grande partie du problème. Mais faut-il de la capitalisation? Le problème du Figaro, vous caricaturez. Le problème, non, pas de. Non, je lis attentivement le Figaro. Il n'est pas dans la caricature tout le temps. Mais là, en l'occurrence, très mollet de Villers, je n'ai rien dit. C'est un sujet qu'on ne prend pas depuis. Ça prend du temps, c'est ça le problème. Je veux dire, on remet pas comme ça les seniors au travail. Il faut réorganiser le travail dans les entreprises. Il faut traiter les problèmes de pénibilité parce que ça touche aussi forcément les seniors et ça a un impact. Il faut négocier dans les entreprises. Et moi, c'est là que je dis, il y a peut-être, je terminais là-dessus tout à l'heure, il y a peut-être un enjeu de compromis avec le patronat. Il faut peut-être qu'une partie des exonérations qui sont très contestées par les syndicats sur leur efficacité, moi j'ai parlé du problème de réindustrialisation aujourd'hui dans le pays, qui va de pair avec une réflexion sur ce qu'on a fait sur les bas salaires pendant des années, ça a amélioré un peu l'emploi, ça je le constate. Ça n'a pas forcément amélioré la situation industrielle de la France, parce que c'est des emplois beaucoup plus qualifiés dans bien des domaines. Mais là, avec le patronat, peut-être qu'il faut trouver un deal où une partie des exonérations va concerner les seniors pour qu'ils puissent, mais il faut faire aussi un travail de réorganisation de l'entreprise, ce que dans les pays scandinaves on a fait, ce que certaines entreprises en France font, et on les garde davantage. Alors après, il y a d'autres mesures. De toute façon, le patronat va aborder la question de la capitalisation. Vous connaissez le point de vue des syndicats, tous les syndicats, y compris la CFE-CGC, qui est pourtant assez ouverte, par exemple, sur ces questions de transformation des exonérations et d'application à d'autres catégories, parce que ils pensent que la capitalisation va petit à petit venir empiéter sur les enjeux du système de répartition. Et moi, je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à ces enjeux du système de répartition et le rééquilibrer de façon profonde. Là, on prend des mesures. Vous savez, le drame de François Bayrou, qui lui était favorable au système à points, c'est que le président de la République, qui avait le système à points dans sa besace, mais qui ne l'a pas mis en place quand il avait une majorité absolue à l'Assemblée. On voit que ça ressort aujourd'hui, et c'est un système extrêmement complexe. Et qui ne solutionne pas tout. Oui, et puis en plus qu'il y avait l'opposition des syndicats, d'ailleurs, de façon assez majoritaire à l'époque, sauf de la CFDT, mais ça c'est passé de mode aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour le traiter, et il y en a encore moins au sein des partenaires sociaux. Donc il faut tout un tas de mesures. Moi je pense qu'il faut relever les cotisations, on n'y échappera pas, et du côté des salariés modestement parce qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat et du côté du patronat. Mais du côté du patronat, il faut peut-être cibler autrement pour arriver à ce consensus que j'évoque, à ce compromis que j'évoque. Il faut cibler autrement les exonérations qui sont très contestées dans leur efficacité. Et ça, vous dites, ça solutionne pas tout, mais il faut prendre le problème par tous les bouts. Et ce problème que j'évoque depuis un moment, avec d'autres économistes d'ailleurs et d'autres spécialistes de ces questions, il n'est pas traité.
il n'est pas traité à la fois par une bonne partie des entreprises, et il n'est pas traité par le gouvernement. Il y a des impulsions à donner. En Finlande, encore une fois, c'était Mais pourquoi c'est pas traité ? Parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait sortir des mesures qui chaque fois modifient un petit peu les règles de la répartition et qui apportent quelques solutions aux problèmes de financement à court terme, mais on prend pas le sujet à bras le corps. Parce que si on veut que les gens, c'est quoi ? C'est de la flemme. On va pas refaire tout alors que déjà ça fonctionne plus ou moins bien. Ça bouge sur le plan culturel. Beaucoup de choses dans les entreprises. Pendant des années, nous on est témoins dans le groupe Alpha, les licenciements dans les plans sociaux concernaient d'abord les personnes les plus âgées. Oui. Et on se posait pas les problèmes de leurs compétences, de leur savoir-faire, de la transmission de ces savoirs. Donc c'est un problème culturel autant qu'un problème. C'est parce qu'on disait aussi que les personnes de 55 ans étaient plus chères que celles de 35 et que plus ou moins le travail était fait de la même façon. Mais ça c'est un vieux débat. Sur la capitalisation... Quand vous spécialisez l'économie en grande partie sur des secteurs à bas salaire, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on a des problèmes de qualification. C'est exactement ce qui se passe. Insuffisamment rémunérés. Donc il faut traiter le problème par tous les bouts. Le low cost existe partout, dans le secteur automobile, tout est, comment je dirais-je, tout est tiré vers le bas, malheureusement, pour des questions aussi... après, on rentre dans des questions philosophiques, mais c'est parce qu'on a mis des financiers maintenant en CEO et que du coup, ce qui intéresse d'abord, regardez le problème majeur qu'on a aujourd'hui. On a un problème de vieillissement de la population et on a un problème de productivité. Et on a un problème de concentration sur des secteurs où de toute façon on luttera pas contre des pays à bas salaire. Parce que la désindustrialisation... Mais ces pays à bas salaire, ils changent aussi. Regardez la Chine, il n'y a plus de croissance à deux chiffres, c'est fini. Maintenant c'est Taïwan et demain ça sera encore autre chose. Mais écoutez, c'est pas moi qui vais réinventer en claquant des doigts la politique industrielle de l'Europe qui n'existe pas. Regardez, je prenais l'exemple de l'industrie automobile tout à l'heure. Regardez ce qu'on a fait. On a des contraintes aujourd'hui tellement rudes sur les entreprises. On les a amenées dans une impasse en matière d'électrification des véhicules qui fait qu'aujourd'hui vous avez un retour de balancier terrible. Mais pendant ce temps-là, les Chinois sont rentrés sur le marché massivement. Ils ont fabriqué des batteries pendant longtemps en oubliant un petit peu les enjeux de la planète verte, quelque part. Et les Américains, avec Tesla par exemple, rentrent par le haut de gamme. Enfin, les Chinois ne sont plus seulement sur le bas de gamme. Les enjeux de la planète verte parce qu'il y a les terres rares, comment dirais-je, on appelle ça les... Mais je veux dire, aujourd'hui, le problème du financement des retraites, il est aussi lié à la faiblesse de l'économie et de l'industrie en France comme en Europe. Et quand on voit ce que le nouveau président des États-Unis va faire demain, quand on voit ce que les Chinois, avec un modèle politique très différent, font déjà aujourd'hui, il y a à craindre que l'Europe et la France et l'Allemagne... On est tributaire et victime de notre système de protection sociale et de notre côté humaniste. Mais pourquoi vous mettez toujours l'accent sur le système de protection sociale ? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui a fait que l'industrie française en 40 ans a perdu une bonne partie de ses atouts ? Parce qu'il y a eu des choix industriels plus marqués en France que dans certains pays européens, ce qui n'empêche pas l'Allemagne d'avoir aussi des soucis dans son industrie automobile et autres. Pourquoi on ne se pose pas ce type de questions ? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est désindustrialisé dans ce pays ? Qu'est-ce qui a fait que la réindustrialisation aujourd'hui va prendre beaucoup de temps ? Ce qu'on a fait en 40 ans, on va pas le régler en 2 ans ou en 5 ans. Vous n'allez pas résoudre le problème des retraites avec un retour de prospérité. Oui, on peut faire travailler plus longtemps les seniors. Oui, on peut faire en sorte que l'économie reprenne. On peut faire sauter plein de verrous qui pèsent sur les entreprises. Mais pardon, on a l'impression d'entendre encore Emmanuel Macron qui défendait sa politique et qui pensait tout résoudre sans réformer par ailleurs. Or, j'y reviens, mais on voit bien que le système des retraites ne peut pas perdurer tel qu'il est. Il va falloir accepter d'ajouter encore une fois, de la capitalisation. Et trouvons-lui un nom acceptable que les Français ou que les syndicats trouveront non grossier. On va pas utiliser le terme de fonds d'investissement, on va pas de fonds de pension. Les Français les plus chanceux font d'ailleurs de la capitalisation puisqu'ils vont se faire une épargne complémentaire dans la banque. La référence à Emmanuel Macron est un peu déplacée, cher ami. Pourquoi moi, parce que j'ai critiqué à la fois la réforme des retraites, un petit peu la réforme du marché du travail et les ordonnances Macron, et puis la façon dont l'assurance chômage était aussi réformée. Je pense qu'il manque derrière tout ça une vraie réflexion qui vient aujourd'hui au gouvernement, mais bien tard, sur les enjeux de l'industrie française, parce que la question de la productivité, elle se traitera aussi par là. Et effectivement, quand on a une économie faible, on a tendance à chercher des économies, non pas de bout de chandelle, qui sont parfois importantes, mais qui ne traitent pas le vrai sujet. Vous dites, je suis d'accord avec vous sur le taux d'emploi des seniors, mais c'est la vraie réponse structurelle au problème des retraites et au problème de la protection sociale. Sauf si la population continue de décliner. Oui, mais si on n'incite pas les gens à travailler davantage en protégeant
y compris la façon dont ils travaillent, avec une qualité du travail meilleure. C'est ça qu'ils ont fait dans les pays. Ils ont pas, je veux dire, il n'y a pas de baguette magique dans les pays du Nord. Ils ont un système social, entre parenthèses, assez puissant, ce qui n'empêche pas l'économie d'être dans ces pays-là aussi assez puissante. Donc, vous attaquez toujours le problème par le poids du système de protection sociale. Vous me direz, le MEDEF le fait aussi. Moi, j'ai pas de problème pour qu'on réfléchisse à ce système-là et qu'on fasse des rééquilibrages entre les seniors, entre les personnes qui sont un peu plus en situation de handicap. Le système de formation professionnelle, il est moins puissant encore que dans ces pays-là. On a fait de belles avancées sur l'apprentissage. Le CPF a aussi été une belle avancée, mais on voit bien que la formation tout au long de la vie, qui permet aussi de maintenir les gens en emploi sur des métiers qui sont nouveaux pour eux, elle n'est pas assez puissante en France. Et les qualifications de demain et la productivité, regardez les écarts de productivité avec les États-Unis. Ben, on est en retard sur des terrains comme la recherche et développement, sur la montée des qualifications et des compétences. Donc le système des retraites, il est aussi dépendant de tous ces enjeux-là qui ne sont pas suffisamment traités. Là, vous venez d'expliquer que la réindustrialisation allait prendre beaucoup de temps. Bon, pendant ce temps-là, les seniors dont vous parlez vont continuer de vieillir, puisque ça va prendre beaucoup de temps et par conséquent ne vont plus travailler. Or, on est là sur une population vieillissante. D'après vous, combien de temps va prendre cette réindustrialisation ? Elle va prendre y compris avec une volonté politique derrière. Je suis pas sûr qu'elle soit là, mais enfin, au cas où. Elle est affichée en tout cas. Je pense qu'elle est affichée, je pense qu'elle est un peu là. Après, encore une fois, quand on recule pendant 40 ans, on ne traite pas le sujet en 4 ans ou en 5 ans. Ça prendra beaucoup de temps et ça nécessite un effort colossal. La question de la formation professionnelle et des compétences, elle a été plutôt bien traitée sur le terrain de l'apprentissage. Là, il y a d'ailleurs peut-être des économies à faire, même si ça hérite une partie du patronat. Je pense que subventionner l'apprentissage du côté de l'enseignement supérieur, ça a des limites. Il faut cibler plutôt les basses qualifications qui ont besoin d'être remontées en termes de compétences. L'apprentissage, l'alternance marche bien dans ces zones-là et on n'a pas besoin de subventions publiques. S'il y a des économies à faire, c'est plutôt de ce côté-là et je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir. Mais ça prendra du temps et c'est pour ça que quelque chose de trop brutal sur la réforme des retraites va déstabiliser le corps social. Et vous avez aujourd'hui, regardez à l'Assemblée, vous avez aujourd'hui une majorité qui bloque sur la réforme des retraites. Si on veut entraîner le pays, comme le fait d'ailleurs le président américain avec beaucoup d'enthousiasme, je ne parle pas de sa politique, je la conteste sur bien des aspects, mais au moins il entraîne le peuple américain dans une démarche qui est un peu impérialiste et toute puissante et qui va sans doute mettre en difficulté l'Europe si on ne fait pas gaffe. Si on veut entraîner le pays, on peut pas à la fois taper sur le système de protection sociale sans donner l'impression qu'on réforme les questions structurelles de façon suffisante. Et la vous avez raison, la réindustrialisation, ça va prendre du temps, mais raison de plus pour la prendre à bras le corps. Mais vous y croyez, parce que quand on vous entend, Pierre Ferracci, on a l'impression d'être dans un film de Claude Sautet, c'est-à-dire avec c'est Max et les Ferrailleurs, c'est Vincent, François et les autres. On a l'impression de voir Yves Montand dans son aciérie. Non, je fais partie de ces gens qui, sur le terrain social comme sur le terrain politique, ont été très déçus de voir un des atouts industriels de la France, l'énergie nucléaire, contestée pendant des années. On a perdu beaucoup de temps dans ce moment-là. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on conteste. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi la tech ? Aujourd'hui, on l'a réussi. Vous allez me dire, on a des licornes. Certes. Mais là, vous renvoyez. Mais regardez, on avait le Minitel, on avait les premiers téléphones portables, on avait Alcatel, on avait Bull, on avait Airbus, etc. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, il y a tous les gouvernements qui se sont succédés, qui ont loupé quelques tournants, et il faut repartir de là. Bien sûr que c'est grave. La situation, pour moi, est très compliquée. Mais pas désespéré. Il y avait un film comme ça. Non, mais pas désespéré. Vous avez raison de le dire. Il faut garder de l'espoir. Et pour garder de l'espoir, il faut entraîner le peuple dans une transformation de notre économie qui va être extrêmement compliquée. Et il faut y aller avec courage. Bon courage. Oui, parce que le peuple, il est quand même très divisé aujourd'hui. Mais on n'a pas le choix. Mais on a le patron. Pour entraîner le peuple, encore faut-il qu'il fasse nation. Mais ça, vous venez sur un terrain très politique où il faut arrêter peut-être d'affaiblir la droite républicaine et la gauche républicaine et faire en sorte que, surtout quand on bâtit rien au centre, même si je souhaite bonne chance à François Bayrou, vous avez aussi des populismes qui s'exercent à droite et à gauche et qui sont effectivement préoccupants pour transformer le pays. Donc là, finalement, c'est pas très différent du foot. Faut se mettre sur un terrain, faut taper dans un ballon et il faut y croire. Non, mais il faut pas être dépendant systématiquement de trop de choses que l'on ne maîtrise pas. Il y a un enjeu de souveraineté, là comme dans le foot, mais dans l'industrie automobile, dans l'industrie nucléaire, dans l'industrie aéronautique. Et cet enjeu de souveraineté, moi je suis partisan de le traiter
à la fois sur le plan national et sur le plan européen. Et je trouve que la France et l'Europe aujourd'hui sont en situation effectivement de grave faiblesse et qu'il faut se réveiller. Peut-être que Trump réussira au moins à ça, à nous réveiller, à nous faire prendre les bonnes dispositions et les bonnes mesures, y compris pour réindustrialiser un peu plus vite le pays. Et vive le Paris FC. Merci Pierre Ferracci d'avoir été le grand témoin de l'actualité de cette Europe 1 soir, 20h46.